Bonjour à ceux que je n'ai pas croisés dans les couloirs. Je vais vous faire une présentation autour de Redis, une introduction et parler des différents types de données, de la façon dont on peut modéliser les informations. Mais je commence toujours par une introduction. Et la première introduction que je fais, c'est de me présenter. Donc, je suis Tugdual. Tugdual Graal. Je crois que ça fait partie à peu près de la seule présentation où j'ai pas besoin d'expliquer que mon prénom est breton. Alors, je viens pas. Je pense que c'est la première fois que je viens à Brest pour le boulot. Moi, je suis originaire de la baie de Saint-Brieuc et j'habite à Nantes aujourd'hui. Et ça fait pas mal de temps que je devais venir. Horatio m'avait proposé de venir au Jug, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je venais souvent pour faire de la voile ou du bateau sur la planche ou du bateau dans le coin. Et donc, actuellement, je travaille chez Redis Labs depuis l'été dernier, où je fais un peu de DevRel comme aujourd'hui, et je travaille comme Technical Account Manager, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté Redis, la version Redis Enterprise ou qui utilisent la version Cloud, je les aide à utiliser le produit, un support et conseil de niveau 1. Et sinon, beaucoup d'expérience chez les éditeurs, que ce soit chez Red Hat en tant que Product Manager sur la partie OpenShift, et beaucoup de travail dans la donnée. Mapper, une plateforme Big Data, Mongo, Couchbase, Exo, que vous connaissez peut-être, qui est un réseau social d'entreprise, et pas mal d'années également chez Oracle, en tant que consultant, puis développeur, puis product manager. Alors, aujourd'hui, j'ai peut-être être un peu plus fatigué que d'habitude. Je viens juste d'atterrir. J'ai atterri à 10h35 tout à l'heure à Brest et j'étais à Las Vegas hier. Donc, je suis un peu rincé. Donc, si j'ai du mal, si mes démos partent, si ça dérape sur mes doigts, je ferai un peu moins de démos ou on verra. Donc, alors, qui connaît Redis? Ça fait plaisir. Qui utilise Redis? C'est bien, la proportion est quasiment la même. Donc, historiquement, ça a été créé par quelqu'un qui est très connu dans les communautés open source. Antirez, son pseudo sur Twitter et sur GitHub, a créé en 2009 un projet. Il était consultant indépendant, c'est un Italien qui vit en Sicile. Il avait un besoin d'accéder à des données très, très, très rapidement, des données de configuration, des choses centralisées en mémoire, et il ne trouvait pas ce qui lui plaisait, donc il a développé sa propre solution qu'il a appelée Redis, qui est Remote Dictionary Server, donc avoir un référentiel qui soit en remote, que je puisse partager avec mes applications. Donc un projet open source qui a été créé en 2009, que vous voyez sur son GitHub, sur le GitHub d'Antirez et le site Redis.io, qui est le site de la communauté. Autour de ça, en fait, donc Redis est positionné comme une base de données in-memory, et je parle bien d'une base de données, pas d'un cache, c'est une base de données en mémoire qui va pouvoir avoir différents cas d'usage. Et cette côté sur les différents cas d'usage est très important. Je vais essayer de défricher un peu cette partie-là. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions après, ou même pendant, mais je pense qu'il y a de très fortes chances que vous utilisez Redis un tout petit peu et vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus de choses avec. Autour de ça, il y a une société qui s'appelle Redis Labs. Donc, je suis employé de Redis Labs, qui fournit Redis Enterprise, qui est une version supportée de Redis que vous pouvez installer chez vous, mais également qui est fournie en service managé sur Azure, sur Google, sur AWS, sur votre infrastructure ou sur la nôtre. Ça, vous choisissez. Le point qui est intéressant, juste historiquement, j'aime bien le mentionner historiquement, le projet open source a été créé en 2009 par le Salvatore. La société Redis Labs, même si ça ne s'appelait pas comme ça au début, a été créée en 2011 avec le choix de fournir du Redis sur le cloud. L'ADN de Redis Labs, c'est d'abord sur le cloud. Alors maintenant, c'est 50-50, entre guillemets, en termes de clients. Et Salvatore n'a rejoint... Alors, je dis Salvatore comme si je le connaissais, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, pas encore en tout cas. Mais quand il est suffisamment connu, en tout cas chez nous, pour qu'on parle de Salvatore, on sait de qui on parle. Et Salvatore a rejoint Redis Labs en tant qu'employé qu'en 2015. C'est-à-dire que la société a créé. Et il est là pour s'occuper de la communauté et du projet open source. Il y a toute une partie de l'équipe qui travaille que sur la version produit. Donc, il y a bien deux projets, le projet open source, le projet entreprise, la partie cloud. Et c'est intéressant, ces parties-là, de savoir comment les communautés open source travaillent par rapport
au produit commercial. S'il y a qu'une slide pour laquelle vous devez vous souvenir, c'est celle-là. C'est Redis fournit quoi? C'est fournit des briques pour vous permettre de développer plein de cas d'usage. C'est une base clé-valeur, c'est-à-dire que vous avez une clé et vous avez une valeur derrière. Mais la valeur que vous allez pouvoir utiliser, contrairement à un Memcache, par exemple, peut avoir plein de structures de données différentes. Il y a 10 structures qui vont répondre à des besoins différents en fonction de votre cas d'usage. Très, très souvent, quand vous travaillez sur un projet, vous en utilisez qu'une ou deux structures de données. Généralement, vous allez utiliser la chaîne, le string de caractères. Vous avez une clé, vous mettez client numéro X et une chaîne de caractères qui peut être un JSON, qui peut être quelque chose que vous voulez sérialiser. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire en utilisant les structures. Par exemple, ce qu'on va aussi voir sur beaucoup de projets, ce sont les hashes qui sont derrière la clé. Vous allez voir des name value pairs. Vous allez avoir, par exemple, derrière la clé, vous allez mettre client, mais au lieu d'avoir une longue chaîne de caractères, vous allez avoir son nom, son prénom, son adresse, etc., qui vont être stockés de façon individuelle. Ce qui permet d'avoir des opérations qui sont intéressantes, que je prendrai en exemple par la suite. Des listes, où là on peut dupliquer de l'information, des sets où ça sera unique, des sorties de sets qui sont triées. Ça va être très utilisé quand on va avoir des besoins de faire des requêtes, des index secondaires, entre guillemets. Vous avez stocké des millions de clés dans votre base de données Redis et vous avez une liste triée qui va vous donner les meilleurs clients, ceux qui ont les factures les commandes les plus grosses sur les 3 derniers mois, par exemple. Et vous allez chercher dans cette liste qui est triée, ramener les clés. Et après, il y a d'autres types de données, donc les index une donnée géospatiale. L'hyperloglog qui va être... alors ça, c'est une donnée, c'est probabilistique et c'est intéressant. L'idée, c'est d'essayer d'additionner, quand vous avez le nombre de vues sur votre vidéo sur YouTube, tant qu'on est dans des petits chiffres, jusqu'à 1 million ou des choses comme ça, alors j'ai jamais eu de vidéo sur 1 million, d'accord, ça prend pas beaucoup d'espace en mémoire. Mais si vous imaginez que vous avez des millions et des millions de données et qu'à chaque fois vous faites un compteur qui s'incrémente, l'idée de ça, c'est de faire une approximation pour que ça soit stocké en mémoire le plus petit possible. Parce qu'à la fin, que vous ayez 100 millions, 200 000, 321 affichés ou 100 millions, 300 000, les 21, la valeur 21, les derniers clics, les 21 ne sont pas très importants dans ce que vous voulez estimer. Par contre, si vous êtes capable de stocker ça sur un espace mémoire qui est tout petit, c'est très intéressant. Donc l'hyperloglog a été fait pour ça. Donc je reviendrai également sur le stream. D'accord, donc souvenez-vous de cette slide, c'est la plus importante. Alors j'ai pas besoin, là, quand j'ai posé qui utilise Redis, qui connaît Redis, on a vu qu'il y avait plein de monde. Redis, c'est vraiment à peu près partout. Alors souvent utilisé comme cache, sachez que vous pouvez faire plus. Beaucoup dans le contexte de containers. Ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, la partie sur Sumo Logic. Alors Sumo Logic, c'est un outil de monitoring, un peu comme Datadog, un peu comme New Relic. Et ils font un sondage chez leurs clients juste en demandant quelle base de données vous utilisez. Redis est utilisé sur un quart des projets, en tout cas un quart des infrastructures, parce que c'est plus de la partie Ops. Donc il est vraiment, c'est une base de données qui est très très utilisée. Communauté qui est active. Quand on va travailler, vous l'avez vu sur mon micro CV, j'ai travaillé sur plusieurs bases de données NoSQL. Ce qui est important quand on prend une base de données NoSQL ou quand on s'intéresse à une base de données NoSQL, c'est d'où elle vient, sur quel ADN ça a été créé. Redis s'est concentré au début sur la performance et la simplicité. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans Redis va toujours mettre en avant la performance en premier. On veut que ce soit rapide, on veut que ce soit très rapide, on veut être les plus rapides. On va avoir d'autres bases de données qui vont avoir plutôt tendance à dire on veut travailler sur la scalabilité ou on veut travailler sur la simplicité du développement ou la richesse fonctionnelle. Redis, c'est performance et en utilisant des structures de données différentes, vous donnez des outils pour avoir des applications qui sont simples à développer et l'extensibilité autour des modules, je reviendrai ça après. Mais gardez en tête, performance a été la première partie de l'ADN. Et quand je parle de performance, c'est ça, c'est que vous avez une application avec des différents clients, des humains, des machines, des sites web, des web services qui s'appellent entre eux. Vous voulez faire en sorte que l'accès à la base de données soit le plus rapide possible.
pour plein de raisons. D'une part, parce que vous voulez que ce soit rapide, juste parce que vous voulez que l'expérience utilisateur soit bonne, mais également, moins vous allez passer de temps à faire un aller-retour pour récupérer de la donnée, moins vous allez consommer de la CPU, en tout cas moins longtemps, moins de réseau, etc. Rien de bloquant côté serveur. Donc c'est aussi de l'optimisation pour éviter un effet boule de neige où vous passez votre temps à attendre. L'unité qu'on regarde généralement, quand on fait du Redis, c'est 1 milliseconde. Alors ça ne veut pas dire que toutes les bases de données, tous les cas d'usage, c'est 1 milliseconde, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. Quand moi je monitore des clusters, alors moi je ne les monitore pas directement, j'ai accès au Grafana de plein de clusters sur le cloud, mais quand on voit des latences qui sont à 10 millisecondes, on a des alertes. La milliseconde, généralement, c'est ce qu'on va utiliser comme base pour estimer. Évidemment, cette milliseconde pour accéder à la donnée va dépendre du type de requête que vous faites sur la base. C'est important de comprendre ça. Et ça reste, quand on parle de performance, dans notre cas, c'est l'échelle. Les use cases, il faut juste garder en tête, parce que vous voyez n'importe quel vendeur de base de données, il va avoir la même slide, on est d'accord? Si vous avez une autre base de données, vous verrez plus ou moins la même slide. Peut-être pas avec les bases orientées graphes, mais avec les autres, on peut toujours faire à peu près la même chose, plus ou moins facilement. Ce qui est important à comprendre là, c'est que vous n'avez pas limité, c'est pas parce que vous avez un clé-valeur en mémoire avec certains types que vous êtes limité. Vous avez juste la base que vous l'avez aujourd'hui sur certains de vos projets. Peut-être que vous allez pouvoir l'utiliser de façon un peu plus riche en rajoutant du search, de façon un peu plus riche en rajoutant faire un leaderboard, faire un classement en utilisant une sortie de set. C'est juste que l'outil est là, vous l'avez déjà installé, vous savez le monitorer, vous savez développer avec. Alors avant d'aller chercher quelque chose d'autre pour faire un cas d'usage particulier, n'hésitez pas à regarder comment ça peut être fait avec Redis. Dans le contexte de microservices, Redis est très, 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 très utilisé. Parce que, vous le savez, ça démarre très vite, vous consommez que la mémoire dont vous avez besoin, c'est très efficace en accès, et on peut facilement mettre du stockage ou du cache derrière différents services dont vous avez besoin, et utiliser aussi Redis pour communiquer entre les microservices. Alors, si je n'ai pas le temps de le dire après, vous pouvez déployer... Alors, il y a Redis communautaire, il existe, vous le déployez où vous voulez, pas sur Windows. Alors, où vous voulez pour la prod, donc pas sur Windows. Et sur la partie, en version communautaire comme en version enterprise, vous avez des opérateurs, des Helm charts et je ne me souviens plus comment ça s'appelle sur Cloud Foundry, mais des outils pour déployer sur Kubernetes, OpenShift, Cloud Foundry si vous préférez. Donc c'est très facile à intégrer à votre environnement, quelle que soit sa plateforme, la plateforme que vous utilisez. J'aime bien, c'est une base de données. Ça veut dire qu'elle doit être fiable, elle ne doit jamais s'arrêter, elle doit vous permettre de monter en charge, c'est-à-dire prendre de plus en plus de requêtes ou de plus en plus de données. Donc, comment on fait ça sur les bases de données? Vous êtes habitué à le voir. Hein. C'est que quand vous démarrez un serveur Redis, la plupart du temps, vous êtes dans ce contexte-là. Vous avez une application cliente qui parle à un process Redis. Ce process Redis, c'est le Redis server que vous démarrez. Et il utilise un protocole texte qui s'appelle RESP, qui permet d'envoyer un GET, un SET. Et d'ailleurs, si vous vous connectez sur le port de Redis en Telnet et que vous lancez des commandes, vous allez les voir passer en texte. Et par contre, l'inconvénient qu'on a là, c'est que si ce process-là tombe, on est d'accord que vous avez perdu vos données. Alors, si c'est un cache et que vous êtes capable de le recalculer, tant mieux. Mais par contre, si c'est un cache qui vous a mis 3 heures à fabriquer parce que vous allez lancer des scripts dans un mainframe, faire des choses en Spark, etc. Ben, même si c'est un cache, ça reste quelque chose qui est de la donnée, moi on appelle ça de la donnée front. C'est de la donnée que vous ne pouvez pas récupérer tout de suite juste en bypassant le cache. Donc ça reste une base de données, ou ça peut être votre base de données primaire. Si c'est comme ça et que ça tombe, ben vous perdez. Donc la première chose à faire, c'est mettre en place la réplication. Dans la version communautaire, il y a quelque chose qui s'appelle Sentinel. Qui utilise Sentinel? Il n'y a pas beaucoup. Parce que généralement, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que quand vous utilisez Redis, vous voulez que ça soit hautement disponible. Donc, vous le mettez plusieurs process Redis sur plusieurs machines. Les process Sentinel qui tournent à côté vont juste être le chef d'orchestre qui va regarder quel est l'état de mes process pour être certain que s'il y en a un qui tombe, je redirige les requêtes
vers le maître qui aura été nouvellement élu. D'accord? Donc là, on écrit par contre toujours sur le maître et on lit toujours sur le maître pour des questions de cohérence des données. Comme ça, tous les process qui accèdent à la même clé vont toujours voir la même information. Quand on va lire sur des esclaves, on prend un risque d'avoir une incohérence parce qu'il faut avoir le temps de répliquer l'information. Donc, cette architecture-là, elle est faite pour vous rendre le système hautement disponible. Si vous écrivez et que d'un coup le maître tombe, en quelques secondes, en fonction de la configuration, quelques secondes, quelques millisecondes, le Sentinel va élire un slave qui va devenir le master et votre application va continuer de travailler. Ce qui est important, c'est ce que j'ai mis entre les parenthèses au niveau de l'application cliente. Il faut que votre librairie soit compatible avec Sentinel. Sentinel, il y a un protocole de communication. Il faut juste faire attention quand vous choisissez votre client pour un langage de programmation donné qu'il le supporte si vous voulez utiliser ça en open source. Et la dernière partie, alors je reviens ici. Si j'ai 300 gigas ou j'ai 1 Tera de données et je fais 150, 200, 300, 500, 800 000 opérations par seconde sur ma base de données. Dans cette configuration-là, j'ai qu'un process qui prend tout. Ça veut dire que j'ai une base de données qui fait 1 Tera sur un seul nœud et qui est répliqué sur l'autre, et je fais 800 000 opérations par seconde sur ce process-là. Ça peut marcher, mais je ne pense pas que ça va bien marcher. Ce qu'il faut, c'est distribuer. C'est là où on va exploser la base de données, on va partitionner la base de données. Et donc, Redis vous permet de lancer plusieurs processus en parallèle pour distribuer les lectures et les écritures et le volume d'informations entre plusieurs nœuds. Donc, le sharding, le partitionnement des données. Et la façon dont c'est fait, c'est relativement simple. Hein. Si vous faites de l'Elastic, si vous faites du Mongo, si vous faites du Couchbase, si vous faites du Oracle partition, etc., c'est le même principe. C'est que vous allez envoyer la clé primaire. La clé primaire, elle va être calculée sur un CRC. Elle va donner un numéro entre 0 et 16 383 pour savoir où aller écrire cette clé, où aller lire cette clé, tout simplement. Et ce slot-là, il va en fonction du nombre de shards que vous allez avoir, il va être sur une machine où il peut déplacer sur un autre shard en fonction des besoins. Et donc là, vous êtes tranquille en termes de capacité à stocker plus d'informations et capacité à lire beaucoup plus en parallèle. L'unité de base, là, c'est pas une règle absolue, c'est une règle qui est très conservatrice en termes de volume, mais c'est juste pour vous donner une idée. Généralement, quand on commence à faire du sizing sur Redis, on dit un process, c'est 25 gigas, 25 000 opérations par seconde. 25 gigas, c'est pour éviter d'avoir, quand il y a un process qui tombe, à avoir à copier trop d'un nœud sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec la capacité de la machine de stocker 25 gigas, c'est que si vous avez mis 1 Tera, alors je ne sais même pas si 1 Tera, ça pourrait marcher, on va dire 500 gigas. 500 gigas, et que la machine du milieu tombe. Elle redémarre, mais elle ne redémarre pas suffisamment tôt pour pouvoir rattraper le log, c'est-à-dire qu'elle est obligée de recopier toutes les données. Vous avez 500 gigas à copier sur votre réseau d'une machine sur une autre, ce qui n'est pas très intelligent parce que ça va prendre de la ressource. Il vaut mieux prendre des shards qui sont un peu plus petits. C'est juste opérationnel dans ce cas-là, cette limite de 25 gigas. Alors, ce n'est pas 25 gigas exactement, il peut évidemment avoir de la marge, mais quand vous commencez à avoir vos shards qui grossissent trop, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Les 25 000 opérations par seconde, moi sur ma machine, je peux monter à 80 000 opérations par seconde, à 100 000 opérations par seconde si je fais des get et des set tout simples. Si je fais des opérations qui sont un peu plus compliquées, des intersections de clés, des petits scans, de la lecture sur des tris et des choses comme ça, ça va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que je dis que 25 000 opérations par seconde, c'est juste un ordre d'idée. Donc sur cette configuration-là, sur cette base de données-là, je suis à 75 000 opérations par seconde avec 75 gigas de données. Avec 3 machines. Donc ça fait quand même de... Parce que on peut mutualiser les process. D'accord? Donc vous pouvez démarrer avec Redis, le rendre hautement disponible et le faire scaler en termes de volume et d'écriture. Ce que fait Redis Enterprise, la version que nous on vend, en fait, elle encapsule toute cette complexité de la façon dont on va gérer les différents process sur différents nœuds, sur différentes machines. En quelques clics, vous rajoutez des shards, vous distribuez mieux les informations, vous pouvez rajouter plusieurs bases de données en parallèle, donc du vrai multitenant. Mais le protocole de communication que vous utilisez au-dessus, c'est transparent pour l'application, c'est comme si vous étiez sur le Redis communautaire. À l'intérieur, d'ailleurs, on utilise le Redis communautaire. D'accord ?
Et ça vient avec des outils d'administration graphique, des outils d'administration en ligne de commande sur la version Enterprise. Qui utilise Redis Insight ou qui a testé Redis Insight? Alors, tous ceux qui font du Redis, quand vous revenez au bureau lundi, là, vous téléchargez. C'est un outil gratuit qui est vraiment pas mal, qui vous permet de vous connecter et d'analyser vos requêtes, de naviguer dans les données, de profiler la mémoire, etc. C'est un petit outil sympa qui vous permet de vous connecter à n'importe quel Redis. Ça peut être du Redis communautaire, ça peut être du Redis Enterprise, ça peut être du Redis managé, ça peut être de l'Elasticache, par exemple, sur Azure, sur AWS. Un petit outil sympa. Des questions jusqu'ici? Donc, la partie qui est vraiment importante après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Redis. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Redis? Je vous ai dit, on a ces briques-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà, on va choisir un langage de programmation. En gros, vous êtes tranquille, il y a de quoi faire. Les langages de programmation, il y en a à peu près, je pense que vous trouverez toujours votre bonheur. D'accord? Donc, sur cette partie-là, il n'y a pas de souci. Après, les cas d'usage qu'on va avoir, par exemple, c'est faire un cache. Le premier cas d'usage, c'est faire un cache. Je veux pouvoir récupérer de l'information et comme je vais y accéder souvent ou parce que l'accès à l'information source est lente, je vais la mettre dans Redis derrière une clé et je vais y accéder avec des get et des set. Donc, je vais utiliser généralement pour ça le type string. Je vais faire un set pour envoyer, je vais faire un get et je peux utiliser quelque chose qui est le TTL, le time to leave, l'expiration, pour automatiquement retirer cette information du cache. Donc, c'est là où cette petite fonctionnalité de TTL, c'est différent. C'est différent d'une base de données, puisque là, ça va supprimer l'information de la base de données automatiquement, au bout d'un certain temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, là, je vais faire une petite démo, toute bête. Je vais exécuter la démo et après, je vais expliquer ce qui se passe dedans. C'est une petite application Java qui fait appel à un web service de météo qui cache le résultat et c'est tout. L'idée, c'est j'accède à une source de données qui est lente, je la cache et je réaccède l'information. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ici, le premier accès. Le premier accès, il a duré 1300 secondes, donc il y a aussi la connexion du pool. Mais il a duré 1300 secondes, on va dire 1300 millisecondes. Il a duré 300 millisecondes, en gros, l'appel au web service. Derrière, 1 milliseconde, j'ai invalidé le cache, je suis reparti sur 300 millisecondes. Donc, quand je vous dis que c'est 1 milliseconde, c'est le cas là. Donc, la façon dont on code ça, et c'est relativement simple, c'est-à-dire que mon application, elle est très bête, j'appelle un web service, j'ai fait ma petite API qui s'appelle Call REST API avec l'URL. Ça me renvoie le résultat. Ce qui se passe à l'intérieur de ce call va dépendre effectivement de ce que j'ai ou pas dans le cache. Donc, si je vais là, donc je récupère, je prends mon URL, j'en fais une clé. Je fais une chaîne de caractères qui va être la clé. Et je regarde si c'est dans mon cache. Si c'est dans mon cache, je renvoie la valeur. Si ce n'est pas dans mon cache, j'appelle le web service et le résultat du web service, je le stocke dans le cache avec un TTL de 3 secondes. Donc, vous voyez, cacher quelque chose, c'est très, 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 très simple. Et ça, c'est le premier cas d'usage de Redis. Et vous pouvez faire la même chose avec une requête JDBC, vous pouvez faire la même chose avec du contenu que vous mettez sur du CMS, avec des sessions pour vos utilisateurs. C'est un des premiers cas d'usage. Et ça, c'est très, très facile à mettre en place. Par contre, si vous voulez... Donc là, l'idée, là, c'est un exemple en Python où au lieu d'avoir du web service, moi, je reçois une requête SQL, je le hash, je regarde si c'est dans le hash. Si la clé existe, si c'est pas dedans, j'exécute la requête. Par contre, si vous avez des objets un peu plus compliqués, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer uniquement la chaîne de caractères et de pouvoir la traiter, vous voulez traiter des colonnes ou des attributs un par un, dans Redis que vous utilisez, vous pouvez utiliser les hashes. Et dans ce cas-là, ce que j'ai, c'est que je vais stocker ma session utilisateur sur plusieurs champs
un user ID, son nom, l'adresse IP, le nombre de fois où ils ont accédé, l'information. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette partie-là? Le 1 à la fin, vous voyez, au début, j'ai fait un H7, donc la commande est différente, où je lui dis la clé, et après, j'ai champ, valeur, champ, valeur, champ, valeur. Je peux récupérer un ensemble de champs ou tous les champs. Là, j'ai récupéré que le user ID, le name, bah, j'ai tout récupéré. La démo, elle est idiote. Mais... Et l'autre partie, c'est le increment by. C'est que là, je peux traiter de façon individuelle et incrémenter les valeurs dans mon hash. Donc, si vous avez des compteurs à faire ou des choses comme ça, bah, c'est une ligne de code. Donc, on va pouvoir manipuler les champs, rajouter des champs sur ce hash très facilement. Et je pense que alors, on ne s'est pas parlé, on n'a pas discuté de projet, mais quelquefois, il ne faut pas hésiter, si vous avez stocké du JSON et des choses comme ça dans vos caches, quelquefois, ça peut être intéressant d'exposer ce JSON et de le mettre sous forme de hash pour manipuler la façon de la donnée de façon plus fine, pouvoir faire des incréments, pour pouvoir rajouter des choses. D'accord ? Donc l'exemple en Java, alors moi j'utilise beaucoup la librairie Jedis, il y a plusieurs librairies en Java, j'utilise beaucoup les 10. Les deux plus grosses, c'est Jedis et Letus en Java, et après il y en a plein dans tous les langages, il y en a pareil. Donc je crée une map, un hashmap, et je mets des attributs dans la hashmap, et en fait à la fin j'ai juste à sauver la clé, le hashmap derrière la clé, et c'est tout. Et je peux utiliser ici pour rajouter, faire un incrément de la valeur, là pour modifier ou créer un nouveau champ, là pour récupérer uniquement un attribut, et là pour supprimer un attribut. Donc, je peux manipuler les attributs de façon individuelle. Donc là, c'est utiliser, pareil si on voulait éviter l'accès à la base de données. Redis est aussi utilisé pour quelque chose. Alors ça, moi, je l'ai découvert après avoir rejoint Redis. Je l'avais aperçu dans un bouquin quand je l'avais lu. J'avais jamais fait attention. J'avais pas eu besoin de pousser. C'est que Redis est souvent utilisé aussi pour faire un petit peu une machine à état, stocker les listes, un workflow ou l'état d'un workflow que vous allez besoin de manipuler. Par exemple, vous allez recevoir une commande. Et quand vous recevez la commande de votre site web, il y a plein d'opérations que vous allez faire les unes derrière les autres. Vous stockez les différentes commandes et les différentes opérations et vous passez d'une liste à une autre. Alors, je vais vous montrer avec un petit schéma, c'est plus simple. C'est-à-dire que dès que je reçois une commande, je vais mettre le numéro de commande dans la liste des commandes à traiter. La commande, elle est peut-être pas stockée dans Redis, elle peut être stockée dans Redis, elle peut être stockée dans un autre environnement, mais vous avez un microservice qui va être responsable de traiter la commande. Donc, la clé qui s'appelle QOrders, en fait, j'ai rajouté la commande 1, la commande 2, la commande 3, et j'ai fait un L-push, donc je pousse vers la gauche, depuis la gauche, je rajoute à la gauche. Mais là, d'un coup, il y a un client plus important, il y a votre client Prime qui arrive, et vous voulez que sa commande soit traitée en premier, ben vous allez pouvoir faire un white push, rajouter sa commande à lui au début de la liste des objets à traiter. Donc là, vous avez un état, d'accord ? L'état, il est comme ça. Quelque part, vous avez un autre process, un autre service qui va lire cette partie-là, qui va prendre le premier objet, faire quelque chose, le traiter. Donc la façon dont on va faire ça, c'est qu'on a une commande qui s'appelle rpop ou lpop. Et dans ce cas-là, je ne fais pas que lire à partir de la droite ou à partir de la gauche, mais j'ai choisi de pouvoir pousser ça dans une autre liste. Donc je lis à partir de la droite et je pousse dans la partie gauche d'une autre liste. Comme ça, j'ai mon premier état qui était traitement de la commande. Après, ça va être traitement de la logistique, en tout cas, je ne sais même plus comment je l'ai appelé, mais traitement de la partie logistique de cette commande, etc. Donc, on gère l'état des commandes. Et ça a été très, 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 très utilisé. Je le vois dans plein de projets. Donc, si on regarde la façon dont on va organiser, un premier process qui fait un L-push, un deuxième process qui fait un rpop L-push en fonction du besoin de l'application. Et dans ce cas-là, vous pouvez organiser avec des commandes qu'on appelle du pipelining ou du multi-exec, être certain que les commandes ont lieu en même temps. Côté serveur, comme une transaction. Alors, faut attention quand on dit ça, d'accord ? Parce que quand on va venir du relationnel, on vient avec le mot transaction qui est très, très, très lourd sur ce que ça peut faire. Quand je parle de transaction, là, ça va être juste de dire que je veux que ces deux opérations, par exemple, arrivent en même temps sur le serveur et que la clé soit modifiée que par mon application,
Après, c'est rendu, il n'y a pas de lock ou de choses comme ça. Sur la partie, un autre cas d'usage qu'on voit de plus en plus sur les applications qui sont orientées services, c'est qu'on a besoin de limiter l'accès aux données, à des services. Vous voulez garantir que quelqu'un ne va pas exploser votre web service parce qu'il envoie trop de commandes, ou exploser telle API parce qu'elle envoie trop de commandes. Donc, soit vous utilisez de l'API management, c'est possible, ou soit vous développez quelque chose vous-même parce que c'est pas très compliqué à développer. Le besoin, il est tout simple, hein, c'est de dire, j'ai une API, pour telle clé qui est mon application cliente, mon client Brest, mon client Rennes, mon client Nantes, mon client Brest, il a le droit de m'appeler 10 fois par seconde. Mon client Nantes, il a le droit à 50 fois par seconde. Comment je limite ça? Ben, c'est très facile à faire, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut surtout que ça consomme très peu. Parce que si le traitement de cette information-là vous prend plus de temps, vous perdez tout l'intérêt. Donc, une façon de le faire, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai une petite démo autour de ça. Alors, toutes les démos que je vous montre, elles sont sur mon GitHub. Et l'idée, quand je vous montre ça, c'est pas de souvenir du code. Vous avez pas, déjà, la commande, vous n'allez pas vous en souvenir. Mais c'est de savoir que c'est possible et que c'est simple à faire. Il faut que je retrouve juste le projet. C'est bien ce qui me semblait. Je vais oublier de l'ouvrir. En fait, ici, j'ai une petite API. Et ce que je vais faire, c'est que donc j'ai une API qui répond hello. Je l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Alors on la voit pas bien. Elle ne fait rien de particulier. Vous voyez, c'est pas. Et là, je l'appelle de façon un peu plus intense. Et là, ça me dit le nombre de commandes a été dépassé. Parce que dans une minute, j'ai le droit qu'à 10 appels. Et en fait, le code pour contrôler ça, il utilise une autre structure de données qui est une sortie de set, une liste triée. Et pour ça, en fait, j'ai plusieurs étapes. Je vais vous montrer la liste triée. Je vais aller dans Redis Insight. Je vais dans Redis Insight. Hop. Vous voyez, ça va être une interface une interface web. Je peux aller naviguer dans les clés. Et quelque part, je vais avoir, comment je l'ai appelé la clé? Rate limiting. Si on regarde ce qu'il y a derrière la clé, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder ici. C'est que tout en haut, vous voyez le nom de la clé, donc le rate limiting, le numéro de mon API, c'est un Z7, donc c'est une liste, un set trié. Il y a 15 entrées dedans. Et un TTL de 8, c'est-à-dire qu'elle va supprimer, elle va automatiquement s'enlever au bout d'un moment. Et là, vous avez ici, j'ai rentré de façon triée, c'est là où j'ai un score derrière la valeur. En fait, j'ai un timestamp. Comme ça, je sais à partir, chaque fois que je crée une entrée, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui accède à mon web service, j'ai logué telle clé à accéder à telle minute, à telle microseconde. Et je fais ça à chaque fois. Après, je n'ai plus qu'à compter par rapport à la minute, par rapport à maintenant, combien j'ai eu d'entrées depuis maintenant jusqu'à 60 secondes. Et là, je sais si j'en ai eu plus ou moins de 10 par rapport à ce que j'ai fait comme repère. Et la chose à faire au début, en fait, vous avez juste à supprimer ce qui est plus vieux d'une minute. En fait, ce code, là, si je rafraîchis normalement maintenant, il a supprimé la clé, parce que la clé, elle a plus d'une minute maintenant. Donc, si j'accède de nouveau à mon web service, il va me répondre, c'est OK, ça bosse. Si je reviens sur ma clé, là, je vais avoir que 2 ou 3 entrées. D'accord? Et le code pour ça, c'est... J'ai ma clé, je vérifie, supprime ZREM, donc dans la liste Z, remove, donc enlève tout ce qui est de plus de 60 secondes. Donc le long to string current kind moins machin, c'est pour avoir la clé. Donc là, j'ai enlevé de ma liste tout ce qui a de plus de 60 secondes. Et après, je compte combien j'ai d'entrées. Si j'en ai plus de 10, en tout cas plus que ce que j'ai estimé être mon ratio, mon maximum, c'est fait. Et ça prend rien en termes de process. C'est très rapide. Ça prend quasiment rien en mémoire, quasiment rien en process. Oui. Ah, on fait deux choses. On peut mettre, j'ai mis une TTL de 60 secondes sur la clé.
Le problème que tu vas avoir si tu fais ça, je l'ai. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, elle est supprimée. Le problème que si tu fais ça, c'est que moi, ce que je veux, c'est que ça soit 60 secondes glissant tout le temps. Donc c'est vraiment par rapport aux dernières. Si tu fais ça, tu vas l'arrêter au bout d'un moment. Ou c'est le plus efficace en termes de détail, d'accord? C'est la façon dont tu l'as décrit, c'est la façon dont on le fait au début. Et si tu commences à avoir vraiment énormément de choses sur tes API, tu vas avoir tendance à utiliser cette approche. Après, il y a la possibilité de faire des... Donc là, j'ai utilisé jusqu'ici string, tout bête, avec ou sans TTL, quand j'ai fait le web service, par exemple. Un hash, j'ai utilisé une liste triée, sortez de set. Et là, je vais vous montrer une partie géospatiale. Vous avez la possibilité, en fait, avec de stocker derrière une clé des informations comme un point géographique. Donc, je fais un geo-add, je vais lui donner longitude, latitude, et après, je vais chercher quelle est la distance entre mes deux points ou qu'est-ce qu'il y a dans un radius donné. Dans Redis actuellement, en termes d'opération sur les données géographiques, je ne peux faire que ajouter ou enlever un point géographique. Je peux calculer la distance entre deux points ou regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un cercle. Je n'ai pas de polygone ou des choses comme ça pour l'instant. Ce qui est intéressant, j'ai oublié de mentionner, c'est que vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé des commandes particulières pour chacun des types de données. Sur les listes, j'ai fait des rpop, lpop. Sur les sets, j'ai fait des hset, hget. Là, j'ai geoadd, j'ai eu des z, red, quelque chose. Si vous allez dans la documentation, sur Redis.io, vous allez sur commandes, et vous avez toutes les commandes là. D'accord? Elles sont toutes documentées de la même façon. Et elles sont surtout organisées par type de données que vous manipulez. Et pour chacune d'entre elles, si je prends geoadd, il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Il y a la doc elle-même qui dit comment l'utiliser. Donc, vous allez faire geoadd, la clé, longitude, latitude, et après les valeurs. Autre partie, c'est depuis quelle version c'est supporté. Il y a un truc que vous voyez rarement dans les bases de données, c'est ça. La time complexity. En fait, c'est pour vous donner une idée, quand vous allez travailler avec certaines opérations, de combien de temps quel type de cycle ça va prendre côté serveur. Ça, vu que le n étant le nombre d'entrées qu'on va avoir, donc en fait, ça va être proportionnel au nombre d'entrées que vous allez mettre dans la liste que vous allez ajouter. Si vous faites une clé toute simple, une string, et que je fais un set ou un get, c'est O de 1, j'accède à la clé, je renvoie directement. C'est juste pour vous donner la complexité. Et ça, c'est important parce que quand on va monitorer les bases en production, quand on commence à avoir des latences qui, d'habitude, sont à une demi-milliseconde et que d'un coup passent à 10 millisecondes, on regarde les types d'opérations. Ça peut être tout simplement, il n'y a pas de problème, c'est que vous avez commencé à utiliser des opérations, des commandes qui sont un peu plus compliquées. Donc, pour faire la base orientée, la donnée géospatiale, c'est le même principe. On a, je vais stocker des données. Je fais un geoadd avec longitude, latitude, et après, derrière, je vais faire donne-moi la distance entre le membre Nantes et le membre Niort. Et il va me donner la distance en rang mètre. Si j'exécute cette commande. Alors, il faut garder en tête que tout ça, c'est en mémoire. Donc, quand est-ce que je vais utiliser ça? Je ne vais pas utiliser ça pour faire Google Maps, c'est stocker tous les points de la Terre entière et tous les magasins, etc. Par contre, vous êtes sur un site de e-commerce. Vous voulez stocker tous vos agences ou tous vos magasins pour la France, pour le monde entier, c'est parfait, ça. Ça va être directement monté, ça va être super efficace en accès. Oui. Alors, c'est toujours une approximation c'est pas à plat.
Et c'est pas, je sais plus quelle projection ça utilise, mais et tu peux pas tuner dans géospatial. Non. Alors, Publish Subscribe, qui utilise ça? Ça, c'est une fonctionnalité qui est super sympa, super facile à mettre en place. Vous avez un client qui envoie un publish. Tous ceux qui sont abonnés vont récupérer les messages derrière la clé. C'est tout bête. Le truc qui est important, c'est du fire and forget. J'envoie, je ne sais pas si ça a été reçu, je consomme, je ne sais pas qui a consommé. Il n'y a pas de persistance derrière ça. Ça veut dire que en quelques commandes, c'est-à-dire qu'en haut, j'ai fait un publish de deux commandes, publish notif j'ai fait publier sur une clé une valeur, donc un login. Là, vous voulez imaginer mettre à jour un petit graphe en temps réel sur votre dashboard dès qu'il y a des gens qui se connectent sur votre site web ou des choses comme ça, vous faire ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de stocker l'information, mais vous connectez une WebSocket derrière et c'est poussé. Et derrière, vous faites juste un subscribe sur toutes les clés qui vous intéressent. Il y a quelque chose d'autre autour du streaming, c'est quand on fait de l'event sourcing, on veut garder les événements, on est d'accord? Publish subscribe, là, si jamais vous avez un événement, vous envoyez un login. Imaginez la création d'un compte utilisateur. Vous utilisez le Publish Subscribe. Quand la personne rentre son nom, prénom, adresse, et vous avez plusieurs applications qui font du subscribe sur cette partie-là. Si le service qui crée les adresses email, par exemple, n'est pas disponible au moment où vous avez envoyé le publish, il ne verra pas ce message passer. Et vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Donc pour ça, il faut pouvoir stocker les événements et dire je veux pouvoir les lire. Si je suis pas là, donne-moi tous les messages que je n'ai pas lus, ou relis-moi l'ensemble des messages, ou je m'en fous, donne-moi juste les nouveaux messages. Pour ça, en fait, dans Redis, il y a un type de données qui s'appelle Redis Streams, qui est en fait un log d'événements qui est très très proche. Conceptuellement, c'est comme Kafka, c'est comme Pulsar, c'est comme NAT, c'est le même principe. Après, sur l'implémentation, la façon dont les consumer groups fonctionnent, tout ça, c'est un petit peu différent. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'ici, je vais envoyer un message derrière la clé event logging. Étoile, c'est juste pour dire que le timestamp et l'ID du message, je le laisse gérer par le serveur. Et je fais clé valeur, clé valeur, clé valeur. Donc là, j'ai créé un nouveau message et je peux manipuler mes messages ou naviguer dans mes messages. Par exemple, si je retourne dans Redis Insight, j'ai déjà émis des messages par le passé. Si je vais dans Stream, ici j'ai des messages. On voit un timestamp, le type du message, ça c'est les champs que j'avais mis à l'intérieur. Et je peux naviguer ou relire ces messages, créer des applications qui vont aller chercher un ensemble ou un sous-ensemble de messages. Donc pour l'event sourcing, ça c'est parfait. Il y a plein de cas d'usage que vous allez pouvoir faire avec les types de données basiques, standard. Il y a des petites choses qu'on peut faire aussi pour optimiser. C'est la façon dont on va envoyer les commandes. On veut que ce soit Redis doit être rapide. Si vous trouvez que c'est pas assez rapide, vous pouvez faire ce qu'on appelle du pipeline. C'est envoyer les commandes et vous allez recevoir des futurs sur chacune des commandes qui ont été envoyées. C'est-à-dire que si on prend, vous voyez proportionnellement, j'ai envoyé 3 commandes en respectant l'aller-retour, si ça représente le temps. Vous voyez que celle de la partie droite est un peu plus rapide. J'ai terminé de traiter mes commandes là où je n'avais pas encore lancé ma commande numéro 3. D'accord, pipelining est quelque chose d'intéressant. Je veux faire du pseudo-transaction, je vais pouvoir faire du multi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Multi, une commande, une deuxième, 2, 3 commandes, je fais un exec, les commandes sont envoyées. Ça, je peux le faire dans un script Lua. Lua, c'est un langage de programmation relativement léger, dans lequel que vous pouvez utiliser pour coder des procédures stockées dans Redis. Là, je fais la même chose. Et en fait, la façon dont vous envoyez le script, ça vous donne un hash et après, vous dites « appelle ce hash ». Il faut faire attention, comme toute procédure stockée, tout code, base de données, tout code que vous mettez dans une base de données, ça va impacter les performances. Donc, ne mettez pas des choses qui durent 45 secondes là-dedans. Après, vous allez dire « oui, Redis, ça n'avance pas ». Bah oui, 45 secondes de traitement. Mais pour faire 45 secondes de traitement
Dans un strip il faut y aller. Ah oui. Alors, juste, il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors des modules, en dehors des types de données. S'il y a des modules qui ont été rajoutés pour faire une base time series, une base graph, une base JSON, Bloom filter, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de les montrer là. D'accord? En tout cas, je suis disponible pour toutes les questions. Ça me donnera l'occasion de revenir au jog. Merci.